this should never happen, ever, you know, like. Guys, I just watched this video and I felt so sad about it, and I think this goes totally against the purpose of Jiu-Jitsu, you know, like, I feel like Jiu-Jitsu is this tool that teaches us how to overcome obstacles and this and that. And then, for example, if a purple belt taps me, I'm a black belt, it means that I have to fix something in my game, you know, like, it means that I should try to do better in this situation, versus I'm gonna get mad with the guy and I'm gonna try to beat him up, you know, like, it doesn't make any sense. Everything is based on pride and ego, and fighting is all about that. That's what keeps us strong, you know, otherwise we will fold all the time. But I heard you say before, ego's good. Yeah, it's good as a fighter, is one of the best thing you can have as a fighter, because it makes you strong. In a normal society, sometimes you need to put your ego on the side to be a better person. It's hard for a fighter to do that. There's no ego in Jiu-Jitsu. They carry this Master Miyagi vibe. But Bernardo Faria a raison de s'attrister face à un tel comportement. Mais Georges Saint-Pierre, lui aussi, a raison de nous rappeler l'importance de l'ego chez le combattant. Et enfin, Evandro Nunes nous rappelle qu'en réalité, ce que nous venons de voir en vidéo n'est pas du tout isolé comme phénomène dans les communautés du jiu-jitsu brésilien. Et en cela, je peux dire de ma propre expérience, aussi raison. Maintenant, pour aller au-delà de ce constat, quelles sont les solutions? Comment pouvons-nous diminuer, atténuer ou encore mieux éradiquer ce genre de comportement dans les communautés du jiu-jitsu brésilien? Je pense que pour mieux comprendre ce phénomène-là, il faut replonger dans l'histoire de la genèse du jiu-jitsu. C'est très important de comprendre que le jiu-jitsu, la discipline sportive que l'on chérit aujourd'hui dans les quatre coins du monde, n'a pas commencé avec une dimension éthique. Et oui, l'écriteau placé par Carlos Gracie à l'époque, c'était « Viens dans cet endroit pour apprendre le jiu-jitsu, viens te faire casser la figure, viens, je vais t'arranger la tête, si tu veux apprendre le jiu-jitsu, viens ici ». C'était le ton. Le jiu-jitsu, c'était la discipline qui devait démontrer à quiconque qu'elle était plus forte que tout. On peut penser que dans ce sens, qu'une fois que la force est démontrée, eh bien, la hiérarchie est établie et que, finalement, le respect s'installe de facto. Eh bien non, parce que les principes de voyoucratie à l'époque ne faisaient pas marcher les choses de cette façon-là. Si bien que nous avons une histoire très affligeante concernant le leadership de l'époque. Carlos Gracie a été dans un combat avec Manuel Rufino dos Santos. Et ce combat-là, il l'a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, normalement, un combat perdu déclare la supériorité de l'adversaire. Malheureusement, ça n'a pas plu à Helio Gracie, George Gracie et Carlos Gracie que Manuel Rufino dos Santos puisse se vanter d'avoir gagné et de pouvoir être plus fort que le jiu-jitsu des Gracie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont allés lui tenir une embuscade et l'ont frappé, laissé pour mort. Cet acte criminel leur a valu 2 ans d'emprisonnement ferme, mais ils ont été rattrapés et graciés par le président de l'époque. Voilà un peu une anecdote qui montre les remparts dans lesquels se sont échafaudés les principes du jiu-jitsu brésilien. Ceci pour te dire que quand on est dans une discipline où les leaders de la discipline ont affiché eux-mêmes des comportements très sombres, très répréhensibles, on peut se poser la question de comment faire pour soi-même, à la suite, poser des comportements qui soient lisses. S'il n'y a pas de code moral, s'il n'y a pas de code éthique, si tout doit être régi par la bagarre, si tout doit être réglé sur le tatami par la confrontation, comment veux-tu qu'il y ait une ligne de conduite précise qui soit
reproduisible, modélisable et qui soit inspirante aussi pour le plus grand nombre. Ça devient compliqué, c'est laissé quelque part à l'initiative individuelle, à l'initiative de chacune des associations, de chaque association, à l'initiative de chaque club de promouvoir sa propre politique éthique de comportement. Parce qu'il n'y a pas de modèle référent, historiquement et contextuellement aujourd'hui. De façon très courante, tu vas souvent entendre que le jiu-jitsu est cet espace où les gens deviennent meilleurs. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Les gens deviennent meilleurs quand l'intention est de devenir meilleurs. Les gens ne deviennent pas meilleurs juste par défaut, par la pratique du jiu-jitsu. D'ailleurs, Drysdale le dit bien, qu'il a constaté par lui-même que plus les gens devenaient meilleurs en jiu-jitsu, paradoxalement, ils devenaient des personnalités exécrables. C'est quand même quelque chose de remarquable. Les gens s'améliorent en jiu-jitsu et paradoxalement deviennent exécrables comme personne. Évidemment, cette façon de pouvoir avoir du contrôle sur les gens, d'avoir du contrôle physique, mental, peut pousser certains à l'exercice de pouvoir abusif sur les autres. Et sur cette note, je voudrais souligner un point très important, parce que là, nous faisons référence à un aspect complètement physique, mais il y a aussi les formes de harcèlement psychologique. Il y a les formes rappelées par Evandro Nunes, mises à l'écart, des expéditions punitives, certes, mais il y a aussi les formes de harcèlement, dans le sens où tu ne peux pas poser de questions, tu ne peux pas remettre en question un enseignement qui ne te convient pas, tu ne peux pas souligner les choses qui dérangent sous la menace d'être expulsé pour ne pas être conforme, pour ne pas être soumis comme le plus grand nombre. Donc, tout ça là, ça fait partie de la culture, ça fait partie d'une ambiance que personne ne va réellement souligner et qui peut faire beaucoup de tort sur l'évolution, sur la pratique du jiu-jitsu pour beaucoup de personnes. Je pense que pour essayer d'inverser la courbe de ce genre de choses, il est bon d'abord de les souligner, il est bon de ne plus les taire, mais aussi il est bon d'apporter des corrections historiques sur la discipline, parce que tant que nous continuons, nous poursuivons la construction de cet édifice martial du jiu-jitsu brésilien de façon communautaire sur un mensonge, eh bien il y a de fortes chances que les comportements que nous venons par exemple de souligner soient de plus en plus répertoriés, hélas, dans la communauté. La chose à faire, c'est de passer par des éléments de vérité et de prononcer l'idée de l'éthique. L'éthique a son sens dans le combat, la bienveillance a son sens dans le combat. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je propose des stages seulement au gym qui affichent de façon ostensible le principe de la bienveillance. Les gyms qui ont compris que la bienveillance est une notion fondamentale pour la pratique dans le quotidien des hommes et des femmes qui se réunissent au nom de la pratique du jiu-jitsu brésilien. Pour inverser ces tendances et pratiques, il est essentiel d'apporter les corrections nécessaires aux éléments historiques sur lesquels nous avons construit le développement du jiu-jitsu brésilien jusqu'ici. À côté de cela, des chartes éthiques, la prononciation d'une certaine étiquette posée sur des valeurs profondes qui permettent une pratique cohérente, une pratique sympathique, sécurisée, une pratique constructive des hommes et des femmes et des enfants qui viennent sur les tatamis, c'est quelque chose d'important aussi. L'histoire, l'étiquette, je pense que s'il n'y a pas cette intention marquée, on va avoir affaire à ce genre de comportement qui va se multiplier avec le temps. Il faut bien comprendre que la pratique du jiu-jitsu, c'est une pratique qui réunit des hommes, des femmes, des enfants sur un tatami. Ce n'est pas seulement une histoire d'éléments techniques, c'est d'abord une histoire de valeurs. Les valeurs qui tiennent ensemble
des hommes et des individus pour un moment de construction. Ces valeurs-là doivent être prononcées clairement. Ce n'est pas au jiu-jitsu de créer de la valeur. Les valeurs ne viennent pas du jiu-jitsu qui est simplement un outil qui se dévoile par l'interaction d'hommes, de femmes, d'enfants, etc. Ça n'est pas au jiu-jitsu de nous apprendre les valeurs. C'est aux individus, aux penseurs, par leur expérience, leur expertise, de dire à la foule quels sont les cadres dans lesquels nous souhaitons évoluer pour le bien de tous. Ce n'est pas bagarrer qui va produire de la valeur. Ce n'est pas gagner des médailles qui va produire de la valeur. Non, les médailles sont gagnées avec des valeurs parfois très tordues, très équivoques. J'ai déjà évoqué la notion du malandragem, qui est très connu dans le milieu du jiu-jitsu brésilien, et qui fait du compétiteur quelqu'un qui doit savoir manipuler les règles, manipuler l'arbitre, manipuler le chrono et manipuler le score. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gagne avec des valeurs qui peuvent être tordues. Eh bien, si ces valeurs-là sont valables pour la compétition, pour la bagarre, et dans le quotidien, ce ne sont pas les valeurs forcément sur lesquelles nous devons nous appuyer pour interagir. Mais cela, ça doit être honnêtement dit par des coachs. Cela doit être prononcé honnêtement par le leadership. Si le leadership se mure derrière l'hypocrisie des systèmes hiérarchiques où on doit simplement obéir et suivre de façon complètement corrompue, on ne construira pas de beaux esprits, de belles trajectoires, même en ayant un outil aussi fantastique que le jiu-jitsu. Il ne suffit pas de s'émouvoir, de dire oui, il ne faut pas que ça existe, il ne faut pas que ceci, alors que tout existe et qu'on le sait. Non, il faut entreprendre des actions qui puissent apporter des corrections et qui puissent permettre un développement beaucoup plus serein des communautés dans cet univers du combat. Si cette vidéo t'a plu, tâche de liker, de partager, de commenter, parce que cela m'aide à construire plus de contenu de la sorte. Mais aussi, cela permet de faire grandir la communauté et je t'en suis très reconnaissant. Je te dis à la prochaine vidéo.